Voilà, donc c'est bon, je suis parti. Voilà, je m'appelle Jacques Dubois, je viens effectivement de l'Académie de Dijon où je travaille pour le réseau des Greta, donc la formation pour adultes, mais pas du tout l'éducation nationale. C'est donc les adultes, l'insertion, la formation professionnelle pour les adultes. Et les Greta, c'est un organisme de formation qui dépend de l'éducation nationale. Voilà. Sur Twitter, je m'appelle Jacques Dub et j'ai un blog avec l'adresse qui est là, prodageo.wordpress.com. Donc Christophe m'a dit, faut que tu parles de l'évolution de la formation à distance. Et moi j'ai rajouté être présent à sa formation même à distance. Parce qu'en fait, on oppose toujours présence et distance, alors qu'en fait on ne parle pas de la même chose. Parce qu'on peut être présent physiquement, là on est présents tous ensemble au même endroit, mais j'en vois déjà un ou deux qui n'écoutent pas du tout ce que je dis, qui ne sont pas du tout présents en fait à ce qui se passe. Voilà. Non, non, j'ai pas les noms, je les connais pas bien. Mais justement, grâce à tous les tweets que vous envoyez, il y en a peut-être qui sont très loin et qui suivent ce qui se passe. Et qui sont peut-être plus présents que les deux qui regardent et qui lèvent toujours pas la tête en plus. Moi, je dirais pas qu'il y en a un qui faisait de l'aviron, mais ça c'est. Donc voilà, le but du jeu, c'est de faire un peu, balayer un peu le panorama de ce qui peut se faire dans les formations à distance, les différentes modalités. Avec comme référence le triptyque standard que vous avez connu quand vous étiez étudiant, cours, TD, TP, et en se posant la question à chaque fois, qu'est-ce que ça implique pour le participant au niveau du lieu de la formation, du temps de l'instant de la formation et de l'activité qui est proposée. Alors cours TDTP, c'est tout est contraint. On est obligé d'aller en cours à l'heure du cours, dans la salle de cours, et on ne choisit pas ce qu'on fait en général. On écoute le prof, et puis on prend des notes. De temps en temps, quand il demande, on pose une question, mais ça ne va pas plus loin que ça, quoi. Donc on est tout dans la contrainte. Et peut-être que ce serait intéressant de changer, d'utiliser le numérique pour changer les modalités de formation. Attends, mon meilleur profil est comme ça plutôt. Donc changer les modalités de formation pour qu'on sorte de ce modèle-là où tout est contraint et que l'apprenant ait une part de liberté et qui trouve du sens à sa formation. Parce que quand tout est contraint, le sens est plus dur à trouver. Donc, alors, j'essaye de faire quelque chose qui est un peu crescendo dans la complexité pour le stagiaire, l'apprenant. Ça ne veut pas dire que ce soit simple à faire dès le début. Donc la première chose, c'est de se dire on va faire un parcours très cadré, très guidé pour le stagiaire. Il se clique, il regarde une petite vidéo, il lit un PDF, il a un quiz. S'il a le bon score au quiz, il se passe à la suite, etc. Je sais comment. Voilà, il y a pas mal de présentations qui étaient sur ce modèle-là. Ça demande beaucoup d'investissement pour la préparation, la conception. Après, pour le participant, c'est assez confortable. On espère qu'il comprend. S'il y a du tutorat qu'on rajoute par-dessus pour répondre aux questions, pour pouvoir faire des interactions, avoir un accompagnement, ça aide, ça permet d'expliciter et ça permet d'avancer un peu plus loin en profondeur dans les apprentissages. Le tuteur, il peut aussi être automatique. C'est ce qui se passe sur le projet Voltaire. Donc là, c'est pas du tout du sport. C'est un projet sur l'apprentissage de l'orthographe pour les adultes, mais à quel que soit le niveau, hein, parce que les écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui inscrivent leurs élèves sur le projet Voltaire parce qu'ils considèrent que c'est une catastrophe. Donc se dire, voilà, il y a des bases d'exercices qui sont données, enregistrées dans la machine, sur le serveur, et en fonction des réponses que vous donnez au premier test, eh ben on vous adapte le parcours, et puis on vous dit, bah voilà, tiens, maintenant tu vas voir ça, maintenant tu vas voir ça, etc. Et à la fin, vous avez balayé toutes les difficultés qui vous bloquaient pour vous, et normalement, vous avez en plus progressé. Donc ça, pour le participant, le lieu est libre, parce que ça peut se faire de n'importe où. Le temps est libre, ça peut se faire n'importe quand. Par contre, c'est encore très contraint au niveau de l'activité. Hein, je ne sais pas ce que dans les parcours que vous préparez, organisez, on est encore quand même dans un fonctionnement très contraint. Ça ne veut pas dire que ce soit mal. Hein. Donc nous, au niveau de l'Académie de Dijon, on a développé une formation de tuteur en entreprise ou maître d'apprentissage pour les gens qui sont les apprentis ou les stagiaires, qui dure une douzaine d'heures à distance à peu près. On en fait 2000 par an, on en forme 2000 par an des tuteurs comme ça.
Donc ça marche bien, ça a des qualités, mais c'est pas forcément adapté à tout. Après, une autre modalité possible, c'est le serious game. Alors, j'ai mis quelques exemples de serious game. Donc, il y a Adobe qui a fait un serious game sur Photoshop, en se disant, voilà, Photoshop, c'est un logiciel de traitement d'image, et ce serait bien que les gens se rendent compte qu'il y a des choses à apprendre et que c'est pas si simple que ça. Et ils ont fait un module de découverte, apprentissage, validation de compétences, entre guillemets, avec un serious game, où il y a une scène de crime avec des images. Je crois qu'il y a 42 calques qui sont superposés. Et il faut se balader dans les calques pour aller trouver des indices, pour essayer de comprendre les choses. Et puis les indices qu'on a, il faut les retraiter parce qu'il y a des grains, il y a du flou, il y a des trucs à enlever. Et petit à petit, on avance et on arrive à résoudre l'énigme. Et puis ça nous fait développer nos compétences sur Photoshop. En parallèle, super malin, ils ont fait une communauté avec le hashtag PS Mystery. Donc PS pour Photoshop. Et là, ils se disent, comme ça, si on n'y arrive pas, eh ben, on demande à la communauté de nous aider et on avance petit à petit comme ça. Donc ça, l'idée du serious game, comme outil de formation, c'est intéressant. Et l'avantage que ça a, ça peut être hyper motivant pour les apprenants. J'ai mis aussi Gus, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est l'université de Pau, pays de l'Adour, qui a développé ça pour... alors attendez, je sors mes notes parce que là, je ne le sais pas par cœur, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais c'est un cours pour un serious game sur le sport. Enfin, sur les étudiants en STAPS pour les aider à réviser leurs examens de sciences de l'éducation. Donc, je ne suis pas allé voir. C'est un outil, c'est tout un exécutable qui est téléchargeable que vous pouvez installer et tester. Voilà, ça coûte rien, vous aimez pas, vous en faites ce que vous voulez, ça existe. Et si vous voulez des serious games, il y en a d'autres dans le domaine du sport. Il y a le CRIJ du Limousin, donc Centre de ressources information jeunesse, qui a fait un panorama des serious games métiers. Et il y a une soixantaine de serious games qui existent, c'est un PDF, après vous vous débrouillez, vous allez voir. Je ne sais pas, je ne sais plus s'il y en a dans le domaine du sport ou pas, mais si ça ne vous intéresse pas vous, ça intéresse peut-être votre copain ou votre voisin. Alors j'ai pas mis lieu, activité, temps parce que c'est tellement vaste l'utilisation du serious game qu'en fait on peut pas définir. On peut faire des petits serious games qui se font dans des centres de formation, qui se font à distance. Donc c'est trop varié comme panorama pour pouvoir se dire ben il y a un modèle systématique. Quand l'apprenant peut choisir ce qu'il fait. Au moment où il veut. Vachement plus ouvert. Le serious game, à partir du moment où tu prends l'initiative de contacter la communauté pour poser des questions, pour essayer peut-être de collaborer, de travailler ensemble, là je considère qu'il y a une liberté. Alors que tant que tu restes dans le cadre du serious game, bah, tu ne fais que le scénario qu'on t'a prescrit. Dans autre chose, dans la prise d'initiative, qui peut être collaborative ou personnelle. Yes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est prohibitif ou ça reste accessible pour des structures comme... Je n'osais pas la poser. On verra avec Christophe. Moi, je considère que c'est très cher un serious game. Voilà, c'est très cher. Si tu veux faire un truc bien, c'est très cher. Voilà, non, un serious game, si tu veux le faire, c'est très cher. Si tu veux faire un vrai serious game, c'est très très cher même. Voilà, parce que il faut que ce soit serious et game, et c'est vachement dur de faire les deux à la fois. Ouais. Voilà. Donc la classe virtuelle, je vais pas en parler trop parce que y a mon homonyme qui va en parler. Là, alors je dis on n'est pas libre au niveau du lieu, on est souple parce qu'au niveau bande passante, il y a quand même une contrainte. On ne peut pas faire ça dans le métro, on ne peut pas faire ça en mobilité, forcément, c'est plus compliqué. Il faut un cadre, un minimum confort quand même. À part Christophe, les autres, ils font ça dans un cadre, un minimum confort. Le temps est contraint et l'activité est contrainte parce que c'est comme en cours, sauf qu'on est à la maison. Alors à la maison ou ailleurs, hein, ça peut être n'importe où.
Après, typiquement, le podcast, c'est on a déposé des vidéos. Alors ça, vous l'utilisez pas mal dans le sport, et heureusement, parce qu'effectivement, la vidéo, c'est un outil génial pour apprendre, hein, de voir les bons gestes, ou alors de se voir faire les gestes. Il y a les deux aspects qui sont intéressants. Et donc, alors là, c'est des vidéos, il n'y a rien de sport là-dedans, je suis désolé. Sam Network, c'est des vidéos qui sont assez anciennes et qui sont reprises et enrichies, sous-titrées, commentées, enrichies par des liens hypertextes pour aller à gauche, à droite. Et c'est dans n'importe quel domaine, le théâtre, la philosophie, l'éthique. Donc peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Les Ernest, c'est des conférences, c'est l'équivalent des conférences TED, mais développées par Normal Sup. Donc c'est des conférences super bien organisées qui durent un quart d'heure, 20 minutes. Vous regardez ça, ça vous enrichit, ça vous ouvre l'esprit. Non, vas-y, je te laisse. Alors TED, c'est ted.com et c'est des conférences sur voilà, tout ce qui est innovation, perspective sur le monde de demain, avec un côté allez. Ça existe depuis les années 90, c'est des trucs américains. Et l'idée, c'est pour les décideurs américains qui payent 10 000 $ pour être dans la salle. Et pour voir c'est quoi le monde de demain qui va arriver. Donc c'est tous les chercheurs, les innovants, les philosophes, dans la biotechno, la neuro, etc., qui font leur pitch. Et 6 mois après, c'est mis sur Internet gratuitement pour tout le monde. C'est ça l'idée. Originale. Au départ, et la dérive, c'est vachement storifié, c'est vachement scénarisé, il faut raconter des histoires pour faire rire les gens, pour accrocher les trucs, donc à un moment c'est un peu chiant, un peu formaté, mais c'est une ressource pédagogique qui est énorme, une ressource scientifique qui est énorme. Vous avez des milliers de vidéos qui sont là-dedans, surtout c'est décliné par ville. Vous avez des TEDx, alors là elles sont que sur YouTube, elles sont pas sur le TED.com, mais il y a énormément de choses qui sont intéressantes, c'est super intéressant. Vous avez les sous-titres dans 28 langues et les transcriptions aussi en autant de langues comme ça. Et donc on peut faire bosser les étudiants là-dessus. Merci. Ouais. Ah voilà. Ils y gagnent. Et puis ils peuvent dire j'y étais. Voilà. Voilà. Et puis Mick Math, c'est rigolo, c'est un prof de maths qui met des vidéos sur YouTube où il parle de maths, hein, c'est les nombres premiers, la division, etc., qui sont vues des millions de fois, ces vidéos. Voilà, donc c'est quand même fascinant sur des vidéos de maths. Vous imaginez, si vous arriviez à faire quelque chose d'aussi bien sur le sport, mais c'est... Yes? Ah oui, ah non, mais c'est de la vulgarisation, mais ça peut s'envisager dans n'importe quel domaine. Il le fait très bien. Ouais. Ouais. C'est pas grave si c'est vulgarisé, accessible, attractif. Ouais, ouais, ouais. Ah, ah oui, oui, non, mais voilà. Après, il a trouvé un bon créneau. On est bien d'accord. N'empêche que c'est quand même des maths. Et a priori, c'est pas le truc qu'on ira voir en premier sur Internet. Voilà, donc y penser. Voilà. Merci. Et puis la Khan Academy, donc ça c'est des cours de maths vidéo. Comment? Maths et sciences. Au départ c'était maths et maintenant c'est maths et sciences. Et c'est traduit en français par Bibliothèques sans frontières. Ouais, Salman Khan. Voilà, et donc toutes ces choses, là, on est vraiment libre au niveau du lieu, parce qu'on peut le regarder sur son téléphone de n'importe où. On le regarde quand on veut, par contre, on fait toujours que regarder. Et pour l'instant, on est toujours à subir ce que nous dit ou ce qu'on nous demande de faire.
C'est bien, mais c'est quand même un peu contrariant. Enfin, moi, ça me gêne. Et donc, une possibilité pour... là, on a vu des modalités. Là, c'est quelque chose d'un peu plus côté pédagogique que technologique. C'est la classe inversée. Alors, vous en avez parlé un peu. Il y a voilà, le monsieur de l'Aviron qui en a parlé. Et avant, c'était je sais plus qui. Je crois que c'était le ski nautique. Voilà, qui n'a pas dit le mot, mais en fait a présenté la classe inversée, où effectivement le niveau 1, premier niveau de la classe inversée, c'est se dire on fait le cours à la maison et on fait les devoirs à l'école. Donc l'activité pratique, on se concentre pour le faire à l'école ou sur le lieu d'activité sportive. Et effectivement, quand on réfléchit à l'exemple que tu donnais sur le ski nautique, à se dire voilà, je suis à côté du plan d'eau et je vais commencer par 4 heures de cours théorique, ça me semble insupportable et inadmissible. C'est pas concevable de déplacer des gens pour leur dire maintenant à côté du plan d'eau tu vas aller faire de la théorie, quoi. C'est pas... Il y a tellement d'autres façons de présenter la théorie qu'il faut envisager autre chose. Donc si on dit le niveau 1, c'est qu'il y a peut-être un niveau 2. Donc le niveau 2, c'est... alors ça rejoint ce que tu disais aussi sur le ski nautique, c'est la sensibilisation, la mise en condition pour préparer l'activité. Donc ça peut se faire sous la forme de cours, mais après le cours, ça peut être rébarbatif. Alors quand on est dans un contexte où on sait que c'est réglementaire et qu'il faut le manger, que ce soit le code de la route, que ce soit une certification pour du sport ou autre, il n'y a pas de problème. Quand on est sur un cours un peu plus générique, c'est peut-être pas par le cours qu'il faut commencer. Ça peut être un quiz, ça peut être une recherche sur Internet, ça peut être la construction seule ou à plusieurs d'un petit bout de réflexion ou quoi aux caisses. En venant ici, je me disais qu'est-ce que je pourrais imaginer pour faire de la classe inversée. Je me disais tiens, par exemple sur un sport collectif, me dire trouver une vidéo d'un événement un peu imprévu qui arrive sur un match. Et demander aux personnes qui sont en face, en tant qu'arbitre, qu'est-ce que tu ferais? En tant que coach, qu'est-ce que tu ferais? En tant que capitaine d'équipe, qu'est-ce que tu ferais? Et se dire, si déjà ils se posent ces questions-là avant de venir au cours, peut-être qu'ils seront plus en condition, plus sensibilisés et effectivement plus motivés. Et après, ils auront envie d'aller plus loin dans le cours. Donc ça, je me dis, tiens, des trucs comme ça pourrait être envisageable. Alors après, j'ai pas la culture de ce que vous vivez dans vos formations sportives. Pour moi, le sport, c'est zéro. Hein. C'est zéro, mais même pas ça, rien. Donc à partir de... Donc à partir de là, je ne vais pas me permettre de vous dire ce qu'il faut faire, mais il y a sûrement plein de choses à faire. Et comme on est fou, on peut même faire un niveau 3 et se dire, en fait, on va alterner entre des moments en groupe, actifs, dynamiques, sur le plan d'eau, en équipe, ou à travailler ensemble de façon collaborative, et puis après revenir sur un travail un peu plus personnel, soit de réflexion sur tiens, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je dis, ou alors un travail de recherche ou un autre quiz, et puis revenir après en groupe, et faire un truc cyclique comme ça, un parcours cyclique, où il y a des temps personnels, des temps en groupe, petits groupes, grands groupes, etc. Ça crée vraiment une dynamique, mais c'est un peu compliqué aussi, il faut le scénariser, il faut l'organiser. Et là, il y a du temps, alors là je ne le mets pas parce que là aussi c'est un panel super large, mais on peut envisager du temps où l'apprenant peut prendre des initiatives. Il peut aller plus loin que la scénarisation, on peut lui laisser une certaine liberté sur la recherche. Par exemple, l'événement sur le sport, tu choisis, soit tu es le coach, soit tu es le capitaine, soit tu es un joueur, soit tu es spectateur, soit tu es, soit tu es le financeur de l'équipe, qu'est-ce que tu fais ? Et tout cet aspect-là, si on dit, voilà, il y a 15 possibilités, vous choisissez le regard d'une personne et vous essayez de voir comment vous réagiriez dans la peau de cette personne. Donc, vas-y. La question qu'on s'est posée, alors nous on a essayé de faire un peu de la classe inversée à un moment, mais on s'est aussi retrouvé confronté à des gus, enfin des stagiaires qui finalement ne faisaient pas du tout l'activité préparatoire. Alors soit elle n'est pas stimulante parce que bon, et du coup là une des questions qui s'est posée c'est comment j'organise la formation dans son ensemble avec cette dimension classe inversée pour faire en sorte que le cours à la maison soit produit. Alors là-dessus, est-ce qu'il y a des modalités Alors à mon avis, un truc super important, c'est d'expliquer expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
pour qu'ils comprennent que c'est pas que du vent, c'est pas pour jouer, c'est pas pour les embêter. Je me modère parce que c'est filmé. Mais ça a du sens par rapport à l'activité qui suivra. Et dire voilà, on fait ça, c'est un travail. Et effectivement, dans l'activité qui suit, que ce soit réutilisé. Parce que demander à quelqu'un de produire quelque chose et après lui dire bah, c'est joli, c'est gentil, on jette. Et c'est peut-être pas la première fois qu'il le fera. Vous avez fait la première fois, effectivement, on dira bah, rien fait. Bon, bah, voilà, dommage. Alors vous auriez pu faire ça, vous auriez pu faire ça, vous auriez pu faire ça. Mais peut-être que la deuxième fois, il se dira bah, tiens, ça peut être intéressant d'y réfléchir. Et puis la troisième fois, et puis petit à petit, ça vient. Je pense que ça vient. Mais il faut expliquer et que c'est un grand chamboulement pour un élève ou un jeune de se dire je vais en cours et on ne me demande pas d'être passif. Je pense vraiment que c'est un chamboulement et qu'on n'est pas habitué à ça. Et donc, et à partir du moment où on est l'initiateur du changement, il faut accepter que ça prenne du temps et qu'il faille beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, tu n'es pas forcément sur la mauvaise voie. Alors, des ficelles, moi, j'en ai pas parce que j'ai pas beaucoup d'expérience sur le truc. Par contre, il y a Marcel Lebrun qui a écrit un bouquin là-dessus et peut-être qu'il y a des ficelles dedans. Voilà, peut-être. Un livre sur la classe inversée. Voilà. Alors après... Oui. Complètement, oui. C'est dans quelle situation vous êtes-vous posé ce type de questions ou avez-vous été confronté à cette situation ou quels sont les événements dans ce domaine arbitrage? Est-ce que vous avez déjà été arbitre d'un match? Oui, non, comment vous l'avez vécu, etc. Ça peut être juste ça, hein. C'est pas forcément très compliqué. Mais c'est que, effectivement, c'est ce que tu disais très bien, c'est se préparer et quand on arrive le jour de la formation ou en cours, on a le goût, quoi. On a le goût. Ouais. C'est super ce vidéo. Allez, le lien sur Twitter, vite, vite, vite. Ouais, mais si je prends mon ordi, je me fais Non, là tu as le droit, là. Donc, après, les MOOC. Donc là, on va dans une complexité accrue au niveau pédagogique, enfin, a priori, avec des capsules vidéo qui peuvent être soit préenregistrées, soit sous forme d'intervention, conférences en direct sur Internet, des quiz, des activités, alors souvent des quiz, mais ça peut être d'autres activités de production, et des activités sociales, forums, usage des réseaux sociaux, échanges, partage d'expériences, etc. Au niveau des MOOC, il y a plein de choses qui existent dans tous les sens et dans toutes les langues. Effectivement, comme le dit Christophe, il y a 2 ans, j'avais animé un MOOC ITIPA, saison 3, parce qu'il y avait des gens qui avaient fait les saisons 1 et 2 avant, où il y avait 900 participants à peu près. C'est super sympa. Alors moi, je m'étais éclaté la première année à le vivre. Participer à ce MOOC, j'avais un peu de temps et je m'étais donné à bloc dedans et c'était bien. C'est vraiment une expérience à vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des MOOC, mais c'est une expérience exceptionnelle à vivre quand on se donne vraiment. Après, la contrainte, c'est le temps. C'est qu'il faut le prendre et le trouver. Donc, il y a 2 familles de MOOC, on va dire, pour faire simple. Les XMOOC qui sont les MOOC américains, sur Coursera, edX, etc., qui sont très orientés vidéo, quiz, vidéo, quiz, vidéo, quiz, certification, vous payez. Voilà, pour faire un schéma standard. On peut faire un peu plus affiné, mais à la louche, ça va être comme ça. Après, donc là, le lieu est libre, le temps est souple, parce qu'il y a quand même une date d'ouverture, une date de fermeture du MOOC, on ne fait pas ça exactement quand on veut, et l'activité est quand même assez contrainte. Et après, il y a les CMOOC, donc e-learn au carré qu'anime Christophe, ITIPA qu'on avait animé, où c'est beaucoup plus dans le participatif,
où l'idée c'est de se dire que les gens qui sont là pour apprendre, on va les aider à apprendre sans leur dire exactement tout ce qu'il faut faire ni ce qu'ils doivent apprendre. Nous, l'objectif, c'est comment je me débrouille pour utiliser Internet pour apprendre. Il y a plein de possibilités. Après, c'est à chacun de voir comment moi j'ai envie d'utiliser, comment toi tu as envie d'utiliser, ce que chacun a envie de faire. Et là, il y a une certaine liberté quand même. L'objectif, c'est toujours comment je m'organise pour apprendre. Mais après, il y en a qui ont fait des vidéos, il y en a qui ont fait des cartes mentales, il y en a qui ont fait des graphiques, il y en a qui ont ouvert des blogs, il y en a qui ont fait un peu de tout. C'est au choix. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on est dans de la formation, de se dire la production finale, à un moment, à un instant T, c'est pas forcément un écrit ou un oral. Ça peut être une carte mentale, ça peut être une vidéo, ça peut être un graphique, ça peut être n'importe quoi. Et si vous avez des participants de vos formations qui vous disent un jour, tiens, voilà, ma production, tiens, c'est une vidéo sur ma clé USB, vous vous rendrez compte que c'est autre chose, quoi. Voilà. Et alors, l'imposer, c'est une chose. Après, quand c'est le stagiaire qui le fait spontanément, waouh, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Faut pas croire. Voilà. Et après, troisième chose, dernière chose, l'apprentissage social. Alors, quand on dit social, il y a plusieurs niveaux de social. Le niveau le plus large, c'est le réseau, où c'est toutes les personnes avec qui je suis en contact. Voilà, donc c'est mon annuaire téléphonique, c'est les gens que je croise, pas dans la rue, mais dans l'activité professionnelle, à gauche, à droite, qui ne sont pas forcément dans le même centre d'activité que moi. C'est mon réseau. Après, il y a ma communauté. C'est les gens avec qui j'ai une accroche particulière. Globalement, là, vous faites partie d'une communauté de sportifs, dans l'ensemble. Pas forcément tous. Pas forcément tous. Mais il y a peut-être une communauté, je sais pas moi, de geeks. Il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui font partie de la communauté des geeks. Il y en a peut-être des amateurs de la cigarette électronique qui peuvent se retrouver, les fumeurs en tout cas, qui font partie d'un groupe spécifique à la pause qui se retrouve dehors en bas là. Il y en a ? Moi j'en ai pas vu, moi. Voilà. Et troisième niveau, c'est le groupe. Alors le groupe ou l'équipe, on voit pas bien peut-être, hein, excuse-moi, le contraste de couleur est pas terrible, chef. Donc le groupe ou l'équipe, où là c'est assez restreint, et c'est des gens avec qui je travaille, avec qui je partage quelque chose de vraiment fort au quotidien. Vous imaginez bien le concept d'équipe dans le domaine du sport. Et quand on est dans l'apprentissage social, on est toujours en train d'osciller entre le réseau, la communauté et le groupe. Où le réseau, c'est des gens que je croise, et puis un jour, tiens, tac, il y a un déclic qui se passe, et on va peut-être faire quelque chose ensemble, et on va passer en mode groupe, parce qu'on travaille ensemble. Je sais pas, Madame Météo de l'école de voile, je la connais. Voilà. Je la connaissais pas avant d'arriver ici, et on a échangé un peu, et puis moi, il y a 2-3 choses, j'aimerais bien travailler avec elle. Peut-être qu'un jour, on travaillera en groupe. Voilà, on était au niveau du réseau, on va peut-être passer en groupe un jour, etc. Sur Twitter, il y en a quelques-uns qui sont là, et on fait une communauté, puis peut-être qu'à un moment on se regroupe, et puis on repart, et puis on revient. Et c'est cette dynamique d'évolution entre les différentes dimensions de relations qu'on a, qui font quelque chose de vraiment intéressant et de riche. Yes. Dans la communauté, est-ce qu'il pourrait y avoir une communauté raciale ou une communauté religieuse ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose auquel on s'identifie, la communauté, par un centre d'intérêt, par une activité, par une idéologie, ou pourquoi pas. Voilà, c'est flou, hein. Il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de règle... Il y a la définition sociologique, on ne voit pas la caméra, c'est bien, comme ça je peux dire des bêtises. La définition sociologique et cognitive, mentalement on est capable de gérer 130 contacts. Mentalement, notre cerveau, c'est le chiffre de... Je ne me rappelle plus, il y a un nom de sociologue qui avait calculé ça. Bon. Et donc, quand on dit gérer 130 contacts, c'est se rappeler nom, prénom, dernière conversation qu'on a eue, si c'est du boulot, si c'est de la famille, etc. On est cognitivement calé là-dessus. Le groupe,
typiquement, on peut le gérer cognitivement. C'est facile à gérer, on sait le faire, on sait parler. Là, on est unité de temps, unité de lieu, unité sociologique, à peu près le même âge, même préoccupation. Le même vocabulaire, on se comprend sur le vocabulaire, ça c'est ça qui forme le groupe. Et ça, les pédagogues chez nous, ils savent gérer le groupe. Parce que ça fait 50 ans qu'ils sont de la maternelle jusqu'à les amphithéâtres, c'est des groupes. Jusqu'à 200-300 personnes, c'est des groupes. On sait les mécanismes, on sait gérer, on sait les interactions, on sait les feedbacks, il n'y a pas de problème. La communauté, là c'est beaucoup plus large, c'est des milliers de personnes. Alors, communauté de pratique, communauté d'usage, communauté idéologique, politique, communauté des gens de la SDSDDD, je sais pas eux, du ministère, etc. etc. Donc ça, c'est des gens, c'est la communauté. Et là, la voix ne suffit pas. Et là, la proximité physique, elle n'est plus forcément là. Hein? Parce que moi, je faisais la différence entre la communauté, parce que tu deviens, de par ta formation, de par tes rencontres, et il y a la communauté de fait, des gens qui sont noirs, des gens ou même simplement, voilà, tout simplement bêtement. Non, il faut qu'il y ait, être noir, c'est pas être dans une communauté. Enfin, il y a des communautés après géographiques, des choses comme ça. Être noir, c'est beaucoup plus large que d'être dans une communauté, parce que c'est des millions de personnes. Enfin, il peut y avoir une identité. Dans un ghetto, dans un lieu géographique, dans un lieu sociologique. Mais sociologiquement, il y a une entité forte, il y a un rapprochement. Et ce qui est nouveau avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, c'est cette dimension réseau. Et où là, on sort de ces deux premières dimensions que jusqu'à présent, les humains savaient gérer à peu près. Où jusque nous, on savait gérer, on pouvait faire d'enseignement dans la communauté et des choses comme ça. Et là, dans le réseau, même la dimension, elle est carrément mondiale. Dans la définition qu'en donne Stephen Downes, qui est un prof de sciences d'éducation qui a travaillé sur le connectivisme, qui est une nouvelle science de l'éducation, c'est carrément de mondial. Et ça, c'était avant limité à un certain type de population. C'était limité aux politiques, aux décideurs et aux journalistes. Il n'y a qu'eux qui avaient pour la possibilité de parler à des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes. Aujourd'hui, n'importe qui a Internet a ce potentiel-là. Quelqu'un qui pète devant l'entrée d'une boîte de nuit peut faire des millions de vues. Ça s'est fait il n'y a pas très longtemps à Montréal. Et donc, être une star mondiale quelques secondes, mais on a ce potentiel-là, où des gens qui postent des vidéos peuvent avoir 500 millions de vues. Des vidéos de cours, des choses comme ça. On a tout ce potentiel-là. Et ce qui est intéressant dans les MOOC, c'est que c'est cette dimension de cette structure de cours qui est adaptée à cette nouvelle dimension. Voilà, j'ai fait mon petit complet. Hein ? Concernant les personnes qui désormais peuvent être publiques, disons, devenir diffuser une information devant des milliers de personnes dans le monde, c'est une question de popularité, c'est pas une question d'apprentissage. Alors il y a ça, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'autre facteur, c'est pas la popularité et l'autorité, ce qui est différent. C'est vrai que chez les jeunes, il y a cette course à la popularité, mais il y a aussi un vrai intérêt à avoir des gens justement pour générer des mécanismes nouveaux d'échange, d'intelligence collective, sans forcément se mettre en avant soi-même. Dans les MOOC, l'intérêt au départ, là, quand on fait les premiers MOOC avec Stephen Dawes et Georges Siemens, c'était ça. Le mécanisme, c'était la communauté. Alors il y a plus ou moins un gourou, un leader, un mentor, tu donnes le nom que tu veux, qui tire un peu les trucs, qui donne des directions. Et derrière, l'intelligence collective qui se met en route et qui enclenche le truc. C'était parti comme ça. J'arrête, Voilà. Et donc si vous voulez un peu plus sur ces dimensions-là, il y a, je ne sais pas si vous le connaissez, les gens là en bas à droite, qui ont fait une vidéo sympa sur groupe et réseau. Donc voilà, groupe, réseau, communauté, comment ça se passe, l'usage en formation. Qu'est-ce que ça te fait rire? Ah non, mais elle est bien, elle est bien. Oui, c'est celle-là, ouais. Comment? Le groupe? Quand tu es petit, tu es dans le groupe et quand tu grandis, après tu crées ton réseau. Moi j'ai créé un réseau pour intégrer la communauté sport. En fait, quand il te dit réseau, c'est le réseautage, c'est pas la même difficulté. C'est pas le même réseau que le... En fait, tu te fais connaître dans ta communauté. Tu... Quand il dit te créer ton réseau, c'est te faire connaître dans la communauté. Ouais. Tu tisses des liens dans ta communauté. Voilà, c'est ça la bonne définition. Et se créer tu peux pas
Comment? C'est pas humain. Moi j'ai 15 000 contacts sur mon LinkedIn, je reçois 4 000 mails, Hmm. c'est pas humain, je peux pas le gérer cognitivement, c'est ingérable. Donc tu fais à peu près des trucs comme ça, mais donc ça dépasse notre dimension cognitive. On peut pas, il faut s'instrumenter pour gérer ça. Voilà. Tiens, on peut. Parce que là, aller voir les gens, boire un canon avec eux, discuter, donner ta carte de visite, c'est pas la même dimension. C'est ça faire son réseau dans la communauté. Oui, c'est pas tweeter et être retweeté par 100 000 personnes. Et ce gap-là, c'est compliqué parce qu'on n'est pas beaucoup. Enfin, gérer ça et voir comment les mécanismes qui sont derrière, il faut rentrer dans le mécanisme pour s'en rendre compte. Tant qu'on est au niveau du groupe et de la communauté, on ne se rend pas compte de la puissance du réseau. Voilà. On se posait la question, qu'est-ce qui rend une vidéo ou un média virale, quoi, du coup. Qu'est-ce qui fait que ça devient viral? Alors là, je pense à un collègue qui du coup a posté une vidéo qui s'est dit, bon, là, avec une paire de fesses qui se promène, il a dit, je vais la mettre pour voir si celle-là, elle va être virale ou pas. Bon, manque de peau, elle n'est pas virale. Et pourtant, il y en a une autre à côté qui, a priori, il aurait dit, Notre paire de fesses ou notre vidéo? et qui est devenue virale. Et alors du coup, ça c'était... Qu'est-ce qui fait que ça bascule petit à la discussion de durée? Ça, il faut aller voir les travaux de Dominique Cardon sur les messages dans la sociologie. Mais ce qui est intéressant, c'est qui est l'émetteur et qui sont les premiers relais. Si tu les mets dans le vide, ça sert à rien. Si tu les mets dans ton groupe et ton groupe n'est pas connecté au réseau, elle ne sera pas virale ta vidéo. Après, s'il y a quelqu'un, il faut que dans ton réseau, tu aies des gens interréseau. Il raconte parce qu'il se pose ces questions-là, c'est Stéphane. Donc c'est impressionnant, c'est que les gens ont tendance, par exemple, sur Facebook, à te mettre des likes sur les trucs, mais pas forcément à partager. Alors toi, tu aimerais bien qu'ils partagent la ressource en question, un truc comme ça. Et qu'est-ce qui fait que la personne passe du like ou de rien au like, et puis ensuite au partage? Est-ce qu'il y a des clés dans les éléments qui sont mis? Qu'est-ce qui... Alors, les statistiquement, oulala, c'est quoi les produits Sud-Ouest vous m'avez fait prendre là, d'un point de vue stat? Hop là. Les tweets qui sont le mieux retweetés, les informations, c'est quand il y a 3 hashtags dedans. C'est en moyenne, mais voilà, en statistique. Ouais. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on est dans des grandes quantités de personnes comme ça, sur 100 personnes qui voient la vidéo, il y en a 10 peut-être qui vont voir quelque chose, peut-être la liker, et un qui va la retweeter ou aller plus loin, quoi. Ou faire un commentaire. La folie. Écrire un commentaire. C'est pas une idée, ça? Donc voilà, donc ce qu'il faut se dire, c'est que dans la taille, la dimension réseau, on passe sur des nombres de personnes énormes et en fait c'est un nombre infime proportionnellement qui réagit et qui fait la dynamique du réseau. Récemment, on a fait une opération avec l'OL, l'Olympique Lyonnais, au Grand Stade. On a mis des robots, des trucs comme ça, un peu plus gros, dans le Grand Stade pour le match OM-OL. Donc j'ai fait des photos, vous irez voir sur mon tweet, des vidéos, des trucs comme ça. Et je tweete, je sais pas pourquoi, qu'on fait l'opération. Ça a été vu 100 000 fois. Ce tweet a été vu dans la soirée 000 fois. Il a été retweeté 1000 fois. Donc déjà, il y a facteur, il y a que des gens. Combien retweets, c'est très peu. Même sur un gros, même 100 000, bon, ça commence à être du réseau. Il n'y a que 1% de gens qui sont actifs et qui sont acteurs. Donc là aussi d'un point de vue statistique, et qui sont allés voir les vidéos, et on a encore beaucoup moins qui interagissent, et on a encore beaucoup moins. Il n'y a qu'une centaine de gens qui ont répondu, combien un message, combien des trucs comme ça. Alors ça c'est sur mon tweet. La vidéo qu'on a faite, on l'a mis sur Facebook, en 24 heures elle a été vue 500 000 fois, et depuis elle a été vue que 40 000 fois. Tu vois, il y a aussi il y a des choses qui sont d'actualité, il y a des choses qui sont dans la durée. On a des cours, des conférences, vous avez vu sur ma chaîne sur YouTube, on a des conférences, des grands conférenciers, on a des conférences à plus de 100 000 vues. Et c'est des choses qui montent régulièrement comme ça, parce que c'est de bouche à oreille, c'est de fil à aiguille. Donc il y a plusieurs mécanismes qui se conjuguent, l'actualité et le bouche à oreille, dans des mécanismes de réseau. Donc il y a des règles, mais il y en a plusieurs qui s'interagissent les unes avec les autres. Et donc si tu as des gens, à un moment tu tweets, il y a des outils qui vous permettent de savoir, quand vous tweetez, à quel moment il faut tweeter par rapport à votre audience. À quel moment vous serez le plus retweeté, parce que c'est à ce moment-là que vous avez des gens qui sont plus actifs dans vos réseaux, etc. Des outils qui font ça. C'est ceux qui veulent gratter un petit peu, je vous montrerai. Social Bro par exemple qui fait ça. Et donc
il y a aussi le temps quand les actifs sont là, le pourcentage d'actifs dans ta communauté. Si vous tweetez que des conneries, il n'y a que des, pas que des cons qui vont suivre, mais ça sera moins, ils seront moins actifs, etc., etc. Donc il faut aussi travailler ça, les gens qui suivent. Oui, faut qu'on continue parce que... Tout à fait. Alors, donc l'apprentissage social, c'est joli, c'est bien, mais comme vous n'êtes pas confronté à ça, et l'idée c'est de se dire comment faire pour que quand on est en formation, on initie une dynamique genre apprentissage social. Donc se dire que l'apprentissage, c'est de l'analyse de la pratique, avec un peu d'information au début et puis une production à la fin. Production, réalisation, sachant que ça peut être un geste technique qui est bien produit, un joli swing au golf, ce serait la production. Voilà. Non, mais, et quand on est formateur ou enseignant, on est en charge de fournir l'information, de soutenir l'analyse et la pratique, et puis après d'évaluer la production. Ça, c'est le job de l'enseignant. Comment ? C'est dans l'analyse que tu fais. Quand tu analyses, tu corriges, tu adaptes, tu vas un peu plus loin, quoi. Si tu fais que l'analyse, effectivement, ça va pas très loin. Voilà, il y a une partie d'introspection, d'auto-évaluation, d'évolution pour faire évoluer sa pratique. Dans l'apprentissage social, donc il y a le groupe, la communauté ou le réseau qui propose des informations et qui évalue la production. Donc les informations que le réseau peut vous proposer, il va falloir le filtrer avec un entonnoir parce qu'il y a une masse phénoménale d'informations et que vous allez, les moyens actuels d'échange d'informations avec son réseau, c'est effectivement les réseaux sociaux numériques, Facebook, Google+, Twitter, Scoopit, les flux RSS des blogs, des personnes que vous suivez qui vous intéressent. Sur la météo, il y a un blog super, il paraît. Non ? Et voilà, et donc c'est ces informations-là qu'on va capter, qu'on va filtrer et qui vont enrichir nos pratiques et nos analyses. Et se dire, bah, tiens, effectivement, j'arrive à connecter cette information-là que j'avais pas, elle m'enrichit, elle me permet de comprendre ça, et puis nous, on crée les liens. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, la production, on va la partager pour la redonner au réseau, parce qu'on est le réseau des autres en fait. Si tous les autres sont mon réseau, moi je fais partie du réseau des autres. Donc je vais moi aussi leur partager ce que je fais. Alors moi je propose de partager sous licence Creative Commons pour que ce soit libre d'utilisation. Mais après c'est à vous de voir sous quelle licence vous partagez. Et ça peut être des billets de blog, ça peut être des vidéos sur YouTube, ça peut être sur SlideShare. Ce que vous produisez, là où vous essayez d'apporter un peu de richesse par rapport à votre expérience, à votre culture, à votre connaissance. Vous êtes unique parce que personne n'a le même passé, les mêmes connaissances et les mêmes points de vue que vous. Donc chacun peut apporter quelque chose au réseau. Après, c'est pas à vous de décider ce qu'on fera le réseau, c'est pas grave, je partage, je donne. On fera ce que voudra. J'avais vu une fois un type, c'est Bertrand Dupérin, qui avait posté des vidéos de baleines. Il racontait dans un article de blog, j'ai posté des vidéos de baleines parce que j'étais allé faire un voyage des baleines et j'ai trouvé ça sympa. Donc coup de peau, j'en avais vu, hop, je les poste. Et 15 jours après, il est contacté par un chercheur américain qui lui dit merci parce que la baleine, grâce à votre photo, on l'a reconnue et on a su qu'elle était là à cet instant-là. Il y a un milieu de pensée qu'un jour, il y a un scientifique qui aurait besoin de cette photo-là, quoi. Et ça, dans le réseau, quand on partage, il ne faut pas se poser la question, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On s'en fout, on partage. Et les autres savent très bien ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent voir ce que vous faites. Et c'est cette logique-là qui est importante. Tout à l'heure, dans les mécanismes du groupe, c'est quelque chose qui est hiérarchisé. Il y a un chef, c'est lui. Il dit on va commencer, on va faire les slides et puis c'est hiérarchisé. Puis vous êtes bien assis, vous êtes bien sage, vous écoutez, c'est le groupe. Dans le réseau, c'est pas hiérarchisé. C'est pas quelque chose. Vous envoyez des choses comme des bouteilles à la mer et on ne sait pas si ça va agir ou réagir. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui gêne énormément les enseignants chez nous. Parce qu'un cours, il faut que tout soit scénarisé, il faut que ce soit calé, il faut que ce soit au millimètre, à la seconde près. Et là, quand on travaille avec le réseau, on ne sait pas, dans les MOOC, on ne sait pas si on va avoir 10 inscrits, 100 000 inscrits quand vous ouvrez un cours.
Au départ, c'est une aventure, on ne sait pas vers quoi on va aller. Et ça, c'est perturbant. Mais c'est propre au réseau parce qu'il y a un potentiel, mais on ne sait pas s'il va s'exprimer. Et il y a un autre potentiel pour la pédagogie qui est super important, qui est très utilisé dans les petites classes, c'est l'exigence de qualité. Le travail qu'on fait à l'école, souvent les gamins ils disent, alors dans les petites classes ou je ne sais pas chez vous avec vos étudiants, vos élèves, pourquoi je fais ça, c'est pas intéressant. Le fait qu'on va l'exposer, le fait qu'on va le montrer, il y a tout un tas de mécanismes qui font que ça oblige à la qualité, ça oblige, ça va être relu en dehors de l'université, donc on doit faire un travail de qualité, on doit faire un travail quelque chose qui va me suivre. Et donc c'est un facteur de motivation supplémentaire dans certains cas. Merci Christophe. Donc voilà à peu près. Et il y a Harold Jarch, c'est un Canadien. Moi j'aime bien ce qu'il dit, il résume tout ça en 3 mots. Seek, chercher, sense, donner du sens, share, partager. Voilà, je récupère toutes les infos que j'ai. Je rajoute le petit bout personnel, ma petite touche personnelle, et après je le partage. Et dans le réseau, la mécanique c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est je filtre les infos, de temps en temps il y en a une qui m'interpelle. Ah ouais, tiens, ça me fait penser à ça. Je connecte 2-3 trucs parce que lui, il m'apporte ça, j'avais ça dans mon tiroir avant. Je fais le lien entre les deux et je le partage. Et voilà. Et si on fait ça, on est dans la logique du réseau et les autres font pareil. Et on y gagne tous en fait. L'idée, c'est de se dire on y gagne tous et s'assurer que tout le monde avance. Tout le monde propose pour avoir un niveau de pratique d'analyse et avoir à la fin une production Ouais. que finalement tout le monde évalue. Sauf que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors je sais pas si c'est propre au milieu du sport, peut-être plus au milieu du rugby ou si c'est vraiment un phénomène social, c'est-à-dire que y a des gens qui vont chercher qui produisent de l'information, qui font de l'information, qui vont chercher de l'information, qui l'analysent et qui font une production. Et que la masse que tu as en haut, donc ton réseau, au final, elle ne fait que évaluer. Ça veut dire que toi, tu fais toute la partie de pratique d'analyse, de travail, tu fais ta production, et la seule chose que tu récoltes, c'est une évaluation. Et que ce retour... Hein ouais, et ce retour où on te dit, pour que la production soit la plus qualitative possible, il faut que tout le monde propose. Aujourd'hui, elle est très 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 dure à avoir. Tu prends nous par exemple pour l'exemple, alors ce qu'on montrera demain, ce qu'on essaie de mettre en place avec les entraîneurs de rugby, c'est-à-dire de produire une conférence en ligne sur un sujet technique. C'est soumis aussi au fait que les gens en amont, ils nous proposent du contenu. Sauf que cette première phase, aujourd'hui, on n'arrive pas à l'avoir pleinement, quoi. Et que par contre, ces gens qui n'ont rien proposé, ils t'évaluent quand même à la fin, et quand c'est pas bon, qu'ils t'évaluent et que tu disent que c'est pas bon alors qu'ils n'ont pas fait eux leur boulot au début, il n'y a rien de plus démotivant. C'est hyper frustrant et démoralisant. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais la difficulté, c'est effectivement de faire comprendre aux gens que pour toi, ça te paraît normal, pas compliqué ou rien de spécifique, mais c'est quand même important de le partager parce que ce qui est naturel pour toi, c'est peut-être compliqué pour un autre. Et que c'est pas à toi de savoir si tu te brides ou pas, c'est t'as quelque chose à partager, partage-le. Mais c'est un changement de mentalité. Il faut que tu le mettes de manière élevée. Nous, on le voit sur nos hangouts, les derniers, là, qui ont vraiment suscité beaucoup d'intérêt. Par exemple, d'un coup, on a eu un retour. Alors jusque-là, il y avait peu d'intérêt. D'un coup, on a eu un très très gros retour de tout le monde qui dit putain, mais ce truc c'est super, on vient prendre de l'information, etc. La difficulté, c'est le passage du cap, et peut-être, donc ça Christophe il va nous dire, mais c'est ce qu'il dit tout le temps, c'est que dans le mode de pratique des réseaux sociaux, il y a quand même aussi un maximum de conneries, des gens, comme dit, qui se lèvent, qui déjeunent, qui prennent leur café, leur bol de thé, un truc qu'ils envoient sur la toile, et donc il y a cette notion de ce que tu as mis en gros, là, d'entonnoir et de tri, ouais, dans la manière de fonctionner pour arriver à de la qualité, qui fait qu'il faut d'abord accepter de débroussailler très fort, pour obtenir à la sortie quelque chose qui en vaille la peine. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent, entre guillemets,
parce qu'ils trouvent que ce travail C'est un vrai boulot. Voilà. C'est un vrai boulot et que si on veut se débrouiller tout seul pour apprendre et se perfectionner et s'améliorer sur Internet, bah en utilisant Internet, faut y aller, quoi. Ça se fait pas en 3 minutes. Dans l'exemple que tu viens de donner, ce qui est triste, c'est que tu as plein de gens qui vont être super contents de voir un bol de café en photo. Je suis pas sûr. Prenez l'exemple de la villa. C'est qui? La bonne café. Voilà. Alors, dernière petite chose. Donc là, effectivement, on est libre au niveau du lieu, on est libre au niveau du temps et on est libre au niveau de l'activité, là. Là, c'est chacun choisit. Moi, j'ai envie d'apprendre ça. C'est ça que j'ai envie d'apprendre. Et alors, je travaille là-dessus. Et puis après, je vais me rendre compte, ah ben tiens, ça me fait découvrir qu'il y a ça et ça qu'il va falloir que j'apprenne, mais il faut que je fasse comme ci, comme ça. Et là, je suis autonome, mais c'est-à-dire que je suis capable de gérer, de m'évaluer, de me motiver et de me diriger dans mes apprentissages. Et ça, c'est des compétences qu'on n'a pas nativement. Hein. Des familles font le choix de déscolariser les gamins et des gamins qui du coup sont en dynamique d'apprentissage autonome. Et alors au début, moi je regarde ça en me disant bon, ça va peut-être me gonfler. C'était impressionnant. Et effectivement, avec cette idée que des gamins sont, c'est pas dire pas de contraintes, etc. Hein, mais effectivement, lieu libre, temps libre, activité libre. Ils choisissent leur apprentissage, ils le conduisent jusqu'au bout. Et finalement, le jour où ils doivent apprendre à lire, ils apprennent à lire en quelques clics, j'ai envie de dire. Non, mais c'est assez étonnant. Et après, les parents qui parlent de ça disent à des moments c'est un peu angoissant quand même, parce que là, notre gamin, il avait 12 ans, il ne savait pas lire. Et puis, du jour au lendemain, il est arrivé, il a appris, il a su lire. Enfin, c'était très très troublant. Donc, sur ces histoires-là, ça. C'est pas natif, justement, eux défendaient l'idée inverse au final. Ils disaient, Enfin, il faut un sacré hétéro et un sacré boulot des parents pour que ça marche quand même. Hein. Probablement. Voilà. C'est une sacrée confiance. Eux, ce qu'ils disent, c'est une sacrée confiance. Ça pose le problème du curseur de la. Non, enfin bon, c'est pas pour démonter l'école. Non, mais. C'était extrêmement troublant la manière dont les gens en parlaient sur un film documentaire. Ouais. Allez le voir, c'est. Et après, c'est des limites, ça a des limites aussi. Oui. Parce que ces mêmes personnes-là Non, disent bien sûr. après, dans le domaine du social, ils ont des difficultés de. Ah oui. Ah oui. Et dans le milieu social et dans le monde du travail. Attention, il ne s'agissait pas de gens qui disaient c'est des enfants livrés à eux-mêmes. C'est ça. C'est pas ça. Il y a une méthode aussi qui est comme ça. Comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Impressionnant. Montessori. Moi, j'allais même plus loin que ça. Qui a été bien plébiscité à un moment donné et puis que maintenant ils en reviennent. Enfin bon là, voilà, ça m'a troublé moi. Alors que l'abordé. T'as une question? Oui. Est-ce que avant Internet, ce mode d'apprentissage, c'était quand les gens se définissaient comme autodidactes, est-ce que c'était pas un peu ça? Ils considéraient, ils disaient qu'ils avaient appris tout seuls. Si. C'est la démarche. Oui. Ils avaient appris de plein Oui. Ah oui. méthodes. Ah oui. C'est un peu ça, oui. C'est. Pas créer les conditions de Si. des autodidactes, Bah. Il y avait déjà des mécanismes d'apprentissage par les pairs qui existaient. Vous irez voir dans la littérature en pédagogie. Oh là, je suis fatigué. Il y a du sud-ouest, vous m'avez fait voir. Tout ce qui tourne autour de l'histoire des écoles mutuelles dans les années 1830. Là, à 1800, Ouais, ça s'est arrêté dans les 1830. années 1830. Ça a été il y a eu des articles, des choses comme ça. École mutuelle, vous tapez école mutuelle dans Wikipédia et il y a pas mal d'articles. Il y a Jean Camille qui a fait sa thèse là-dessus. J'ai appris. Et donc apprentissage par les pairs. Il y a une autre conférence qui est super intéressante sur TED. Shugata Mitra, prof de sciences de l'éducation en Inde. Et le projet s'appelle All in the Wall, des trous dans les murs. J'en dis pas plus parce que sinon je vais parler des heures. Non, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Donc, une dernière chose, c'est que. Ah bah merde, tiens. On a tout à l'envers. Connerie, pas grave. Donc, bah si, ça me gêne parce qu'on va pas voir derrière. Bon, tant pis. Donc, quand on est dans la vraie vie, si on n'est que dans l'apprentissage social en utilisant les réseaux sociaux, on va se retrouver tout seul, en fait, face à son ordi à un moment. Et que ça, c'est quand même un peu contraignant. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, si on ne vit que dans le numérique, on se retrouve tout seul.
Et puis, il faut quand même se débrouiller pour s'organiser au niveau temporel, hein, trouver les temps pour commencer et puis des temps pour s'arrêter aussi, savoir doser le curseur. Il faut aussi savoir s'orienter, savoir par quoi je commence, où je vais, comment je fais, tout ça, c'est important. Vous voyez pas bien là, c'est con ça. Attendez, on va changer une minute là. Échappe. Celui-là. Vous l'avez vu, hein, le... Oh, j'ai pas groupé en plus le naze. Oh, c'est pas grave. Hop. On va remettre le diapo. Voilà. Hop. Voilà, maintenant on va voir. Donc on a besoin d'assistance technique par moment. On est quand même parfois un peu bloqué face à un truc et se dire bah, tiens merde, comment je me débrouille. Là, ça marche pas et j'ai pas envie d'y passer mes nuits. Alors il y en a, la seule solution parfois c'est d'y passer ses nuits. Mais si on a un petit coup de pouce, ça pourrait être quand même vachement pratique. Et puis on a besoin aussi de temps en temps un peu de relations, de chaleur humaine, de social, d'interaction. Et pour tout ça, bah, y a plein de choses qui existent, des hackathons, des barcamps, des tiers-lieux, des living labs, des edulabs, des learning centers, etc. C'est des lieux d'apprentissage où on est vraiment dans la logique de créer les conditions favorables pour que les gens qui viennent apprennent. Un barcamp, c'est on arrive, la thématique c'est en gros voilà, numérique et sport. Voilà, au début de la séance, de quoi vous voulez parler ? Alors moi j'ai un truc, voilà, c'est l'usage des capteurs pour mesurer les mouvements des nageurs. Très bien, voilà, on va parler les capteurs, les mouvements, l'analyse de mouvements. Moi j'utilise une plateforme, etc. Ok, on va voir la plateforme. Et puis là, après, ben, on se répartit en groupe et on travaille ensemble sur ces sujets-là. C'est bien ça, un barcamp. Tout à fait. Voilà. Hackathon, c'est plus dans le domaine informatique, à se dire, voilà, on a un problème mais on n'a pas la solution. Alors on se donne rendez-vous vendredi à 17h, on y va à bloc, et puis dimanche à 17h, on fait le point, et normalement, il faut qu'il y en ait qui aient trouvé la solution. Voilà, Muséomix, c'est un peu le même style. Ouais, à l'origine, c'est de l'informatique, et ça se développe dans... Squatter dans un collège, la directrice est d'accord. Et pendant 3 jours, on va envahir son collège et on va réfléchir à comment changer les cours, comment changer les lieux, comment changer les salles, etc. Comment faire changer la pédagogie avec des sociologues, avec des gens à la retraite, avec des gamins, avec tout ça. Et l'idée, c'est en interagissant, il va sortir quelque chose. Voilà. Les Learning Centers, c'est la nouvelle évolution des CDI et centres de documentation qu'on a pu envisager avec des lieux de convivialité, d'échange, d'interaction, etc. Et puis voilà quoi. Et là, comment ? Les Pechakucha, ça c'est une modalité de présentation qu'il aime bien, Christophe. C'est 20 minutes, 20 diapos, 20 secondes par diapo. En 6 minutes 40, on doit faire une présentation, une notion, un concept, un truc comme ça. Ça me vient du monde du design japonais. Vous allez sur pechakucha.org, P-E-C-H-A-K-U-C-H-A. Ouais, ce soir, il va falloir réviser cette nuit. Hein. Le Wi-Fi, il y a des mots, parce que demain, il y a une interro. Hein, t'as un quiz sur ce... Demain matin, je relève les notes. Pechakucha.org. Et donc, vous avez des centaines de présentations. Vous irez voir un prof que j'adore, qui est un prof de philo qui s'appelle François Jourde, qui est prof de philo à Bruxelles, et qui fait faire des pechakucha à ses élèves. Où la rhétorique visuelle doit s'accorder avec la rhétorique orale. Parce que faire bosser des gamins sur la rhétorique, on parlait de Nabila, vous voyez le niveau. Et bien là, on va essayer de faire élever le niveau, aller un peu plus loin, réfléchir. Et ça, c'est des exercices. Il fait faire des pechakucha à ses gamins en terminale devant 200 personnes. Et là aussi, la contrainte, ça va être sur YouTube, ça va être devant un public, c'est une contrainte très forte. Et donc, ça motive, ou ça fait peur, mais généralement, ça motive les jeunes parce qu'il faut qu'ils fassent une production qui monte devant un public. Et c'est super valorisant. Et puis pour nous, profs, moi j'en ai fait des pechakucha à mes étudiants, je fais un cours de l'innovation. C'est quoi l'innovation ? Donc un master, cette année, je les ai fait bosser
l'innovation sociale, l'innovation d'usage, l'innovation technologique, patatati. Chaque groupe a bossé sur un type d'innovation, m'a fait un péchacoucha, et donc j'ai une petite vidéo qui est sur YouTube maintenant qui me sert d'introduction. Quand j'ai introduit l'innovation d'usage, cette semaine c'était le cours en licence, et ben c'est ceux de master qui font le résumé pour ceux de licence. Et j'ai un super truc qui est vachement échadé, quoi. Et après on peut enchaîner là-dessus. Et donc j'ai aussi une coproduction par mes étudiants qui sert aux autres étudiants. Parce qu'il y a un format, ça cale, ça cadre, je leur donne des thèmes et on va là-dessus. Et c'est super enrichissant. Ça se dit en une phrase, mais c'est hyper contraignant comme format. Hein. Ouais, aussi. 20 diapos, 20 secondes par diapo. Ouais. Essayez, vous verrez. C'est une sacrée contrainte. Oui. Juste une petite réflexion. Si je comprends bien, là, dans ce qu'on voit, là, qu'on a sous les yeux, Ouais. la vraie vie, c'est ça? La vraie vie, ça c'est des solutions, des propositions qui sont faites pour reconnecter les gens à d'autres de leur communauté. Et se dire, voilà, vous avez un centre d'intérêt sur numérique et sport, eh ben, il y a un barcamp qui a lieu à Nantes, il y en a un autre, après il y a un hackathon sur le sport pour le handicap à Marseille, etc. Et c'est l'occasion de fédérer et de créer des interactions réelles, parce qu'à un moment quand même, voir les gens dans la vraie vie, ça change les choses. Oui, mais aussi voir les gens dans la vraie vie, pas simplement liés au numérique. Ah non, mais... Les gamins, c'est partager un carambar, c'est se faire un sourire. Ah oui, oui, oui. Jouer au football, c'est... je veux dire, là, tout d'un coup, là, ça me fait peur. Enfin, je veux dire que la vraie vie, c'est pas ça. Ah non, c'est pas que ça, non. Non. Non, mais ça, c'est... En ligne à distance, oui, mais je veux dire... Non, mais là, on est dans une logique pour apprendre. Même pour apprendre, il faut aussi des fois ne pas apprendre pour mieux apprendre. Ah oui, non, mais ça, c'est évident. Et tous ces mouvements-là, c'est très orienté sur la convivialité, l'interaction. C'est un peu l'ambiance qui se passe ici, quoi. On sent bien que le fond est intéressant, mais la forme est importante. Les sociologues disent qu'il n'y a pas de vie numérique s'il n'y a pas de vraie vie. Tous les gens qui pensent avoir une vraie vie numérique sans vraie vie sociale, en fait, ils ont un problème. Ceux qui sont toujours derrière leur ordinateur, on les appelle les no-life. Voilà, et il y a un souci. Et ce qui est surprenant chez nous, par exemple, à l'université, il y a un truc hallucinant. Tous les ans, à la bibliothèque, le volume de bouquins prêtés par les établissements diminue de moitié. Et les fréquences, la fréquence d'étudiants dans la bibliothèque ont explosé. À Lyon, on a la bibliothèque la plus ouverte de France, c'est ouvert 80 heures par semaine, c'est ouvert samedi, c'est ouvert le dimanche, c'est ouvert jusqu'à 24 heures, c'est tout le temps plein. Pourquoi ? Parce que les étudiants ont aussi besoin d'un endroit où ils se retrouvent en communauté, même s'ils ne se discutent pas entre eux. C'est assez hallucinant parce que dans la vraie vie, les gens ne se parlent pas. Quand tu parles avec un étudiant, je vous parlais de mes robots, j'ai un étudiant qui est malade, je vais le voir, je dis c'est qui tes copains dans ta classe à qui je peux confier le robot ? Je les connais pas, je sais pas. Je leur ai jamais parlé. Le mec est en 3e année d'université parce que c'est brassé, c'est des groupes, ils sont jamais ensemble, ils n'ont pas le temps de se constituer. C'est hallucinant quand même la vraie vie. Et donc malgré ça, ils ont besoin de se retrouver dans des lieux physiques, dans des espaces où ils peuvent échanger. Je ne sais pas si vous avez visité les bibliothèques, ça va, ou les learning centers. Il y a ce qu'on appelle des bulles, c'est des salles fermées où ils peuvent être à 3, 4, 10 pour bosser entre eux, discuter entre eux. Et ils ont de plus en plus besoin de ces endroits-là. Mais ces endroits sont augmentés. Ils sont augmentés parce qu'il y a du Wi-Fi qui marche, parce qu'il y a l'électricité partout. Les gamins, maintenant, quand ils débarquent à la bibliothèque, le jour où je viendrai à Lyon, je vous ferai visiter, je monte au 5e étage. On a une mezzanine et on voit 300 gamins qui sont en train de bosser sur les ordinateurs. Et j'adore me mettre en haut, comme ça, je mets mon ordinateur, je fais semblant de travailler, je regarde comment eux ils font. Ils viennent avec ils prennent l'ordinateur de la fac, donc là ils ouvrent Spiral, ils commencent à regarder des cours. Ils ont le smartphone, alors là c'est Snapchat, c'est conneries, machin, tout ça, niveau Nabila. C'est la tablette, je vais consulter des vidéos en même temps, j'écoute de la musique. Et donc ils sont sur plusieurs trucs en même temps comme ça. Et à un moment on dit, ils sont multitâches, à un moment ils se focalisent là-dessus, à un moment ils repassent là-dessus, etc. etc. Et ça, on est sur cette dispersion d'attention, ensuite il faut les refocaliser et les réintéresser. Donc trouver des accroches pour les ramener à réfléchir, mais on peut y arriver moi je suis toujours surpris, qui c'est qui a parlé de Michel Serres tout à l'heure ? Ah si, c'est toi. Petite poussette par exemple, j'adore finir mes cours en conclusion avec une conférence type celle qu'il a donnée pour les 40 ans de l'INRIA, qui dure 45 minutes.
Et les gamins, moi c'est des étudiants en licence ou en master, c'était long mais c'était bon. J'ai accroché parce que le gars il sait raconter des histoires, il sait évoluer, il sait illustrer. C'est lui qui dit pour faire comprendre les choses, il faut raconter des histoires. Donc il illustre, il y a plein de métaphores et des choses comme ça. Et donc même si les vidéos sont longues, on arrive à les faire réfléchir, à les rattacher. Même s'ils vont le voir en 10 fois. Ils vont consommer la vidéo d'1 heure en tranches de 6 minutes à chaque fois. Un coup dans le train, un coup dans le machin, un truc comme ça. Mais on arrive à les amener là-dessus. Et donc tous ces nouveaux événements-là, tous ces lieux, toutes ces choses-là, c'est adapté aux nouvelles technologies, à ces nouvelles façons de voir, à ces nouveaux savoirs, à ces nouvelles façons d'échanger et à ces nouvelles façons de participer. Et on monte... C'est dans la vraie vie, ça ne veut pas dire que c'est la vraie vie, c'est dans la vraie vie. Voilà. Ah non, on va essayer de ne pas restreindre la vraie vie à ça. Voilà. Mais ceci étant, c'est un complément intéressant pour tisser des liens sociaux et des interactions complémentaires de ce qui se passe dans le monde numérique. Et on est dans la complémentarité par rapport à la relation et à l'apprentissage dans le numérique. Voilà, ça ne veut pas dire que ce soit que ça la vraie vie, qu'il y a d'autres façons de faire, mais c'est le fait qu'il y ait un apprentissage par les outils numériques qui émerge, ça a fait émerger le besoin d'événements comme ça en fait. L'usage du numérique fait héberger des besoins dans la vraie vie. Et les besoins dans la vraie vie, c'est des choses comme ça. Où on retrouve les interactions, le côté social et la liberté de faire un peu ce que je veux. La contrainte, c'est que je viens le jour J à l'endroit T, mais j'y fais un peu ce que je veux et ce qui m'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, je pars. Exactement. Mais quand je viens faire mon marché, j'apporte aussi mes légumes. Mon de quoi, et puis c'est l'auberge espagnole, par exemple. Non. Voilà. Et voilà, j'ai fini. Merci, à bientôt. C'est marqué. Voilà, c'est à la part Dieu, ouais. Merci Jacques. Yes. Oh non. Oh non. Ouais, il y a une question encore.